En général, les scientifiques exposés au problème de la définition de la vie réduisent ce phénomène à sa plus simple expression. Ce sont les propriétés d'autoréplication et d'évolution. D'un point de vue biologique, ces scientifiques considèrent qu'une cellule est l'unité de base de la vie. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas observé le phénomène d'autoréplication et d'évolution avant la création d'une cellule. Cette cellule duplique son matériel génétique et se divise pour donner naissance à d'autres cellules. Celles-ci évoluent en modifiant ou en subissant une modification de leur patrimoine génétique qu'elles transmettent à leur descendance, et cette descendance interagit avec le milieu dans lequel elle évolue, et ainsi de suite. C'est finalement la définition qu'a adoptée la célèbre NASA, la National Aeronautics and Space Administration, pour définir la vie. La vie est un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Donc, nous voici à ce moment, quand toutes les conditions du principe de la vie sont réunies et que le premier élément vivant va être généré. Yeppa, yeppa, andale, andale, andale. Aussitôt, l'accomplissement des fonctions reproductrices et évolutives se met en marche. La manifestation de la vie, quelle que soit sa nature, est une matière malléable qui prend forme en fonction des variations extérieures du milieu où elle se trouve. L'évolution peut lui faire prendre des directions très singulières, mais toujours en adéquation avec les conditions de son environnement. C'est l'extraordinaire faculté de la manifestation de la vie, c'est de s'adapter à tout. Circonstances, conditions, environnement. Prenons exemple sur Terre. La vie a été aquatique, puis terrestre, puis aérienne. Elle est infiniment petite et extravagamment grande. Et tout ceci a été créé à partir de la même matière, de la même argile originelle. En prenant des formes différentes, en explorant des directions différentes, la manifestation de la vie, par la diversité de ses espèces due à son évolution, a su conquérir la Terre. Cependant, une espèce a évolué de manière radicalement différente. La nôtre. Au terme de quelques centaines de millions d'années, toutes ces directions ont abouti à notre civilisation technologique, unique en son genre. Sommes-nous le fruit d'un pur hasard? La nature a-t-elle une intention délibérée de nous faire accomplir un ténébreux dessein? Mystère. Personnellement, je suis convaincu que la technologie n'est pas un but mystérieux ou divin. Sinon, je suppose que la nature, si parfaite soit-elle, l'aurait codifiée génétiquement afin de faire évoluer la manifestation de la vie dans ce sens. Très tôt, les premiers êtres peuplant la surface de la Terre se seraient dotés d'outils biomécaniques afin de réaliser ce pourquoi la nature les a créés, dans le but ultime d'assurer la reproduction et l'évolution. Or, seuls nos ancêtres, les Homo habilis, ont laissé des traces de ce qu'ils ont créé, les autres ayant laissé des traces de ce qu'ils ont été. Il s'est donc déroulé un événement exceptionnel, un événement qui a bouleversé le sens de la manifestation de la vie. Cet événement qui a propulsé en un laps de temps très court à l'échelle de la Terre des êtres primitifs vers une civilisation avancée. Si notre civilisation est devenue technologique, c'est que nous avions toutes les prédispositions physiques et intellectuelles pour y aboutir. Il ne manquait plus qu'une stimulation pour activer ces prédispositions. Alors, tout commence il y a approximativement 3 millions d'années et quelques bananes, quelque part en Afrique orientale. L'Homo habilis vivait dans un véritable paradis luxuriant, offrant un habitat fertile et de la nourriture à profusion. Au tout début, et en ces temps reculés, l'Homo habilis a encore des habitudes de primate. Il est plutôt grand par rapport à ses autres congénères australopithèques et paranthropes qu'il côtoie.
mais de loin. Bon bah, je suis désolé, ces gens-là sont pas comme nous. Puis de toute manière, hein, s'ils ont disparu, c'est pour une bonne raison. Moi je dis ça, je dis rien. Homo habilis n'a pas encore complètement adopté la bipédie. La station verticale pour se déplacer n'est pas une posture naturelle, surtout pour un animal se mouvant plus rapidement sur quatre pattes. Alors, quand il se dresse sur ses courts membres inférieurs, c'est pour surveiller les alentours, en positionnant sa tête par-dessus les hautes herbes de la plaine. Cette attitude permettait la perception du danger à plus grande distance. Et le danger, c'était un énorme félin apparenté au lion, qui se faisait une joie, mais non retenue, de les bouffer. De nous bouffer, en l'occurrence, puisque ce sont nos ancêtres. Mais ça, c'est surtout pour que vous vous sentiez bien impliqué dans l'histoire. Donc, dès qu'un prédateur était repéré, le groupe, alerté par les hurlements de panique de la vigie, courait se mettre à l'abri dans les arbres, sauf pour la vigie qui terminait, elle, en steak tartare saignant. Donc, à l'époque, en gros, les Homo habilis ne pouvaient faire que subir. Les prédateurs se délectaient de proies si faciles à attraper. L'Homo habilis n'avait aucun moyen de se défendre, à part donner l'alerte. Mais pour donner l'alerte, il faut surveiller au plus loin en se positionnant à la verticale. Mais surtout, avoir le temps de se carapater. La première phase d'un mécanisme qui a très certainement changé l'humanité tout entière, car la posture debout, libérer les mains, et ainsi l'appréhension d'objets. Même si je reste convaincu que la première chose que l'Homo habilis a fait avec ses mains, c'est s'astiquer le pingouin. Bah oui, il s'est quand même passé 3 millions d'années avant l'invention de la poêle à paella, du parc-mètre, du système de freinage ABS, sans quoi il n'est pas de bonheur concevable sur cette planète. Qu'est-ce qu'ils ont foutu durant ce délai interminablement long? À part... Bon, vous allez me dire, c'est peut-être ce qui a donné ses lettres de noblesse à l'Homo erectus, qui lui aussi a disparu. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois. Non. Ce qui a précipité les choses, c'est justement ce moment crucial où nos ancêtres se sont retrouvés en danger de disparaître. De disparaître dans le ventre des prédateurs, puisque le stock d'Homo habilis commençait à descendre. Donc le voici, cet événement exceptionnel. L'ancêtre de l'homme ne va plus subir son environnement. Non. Il va en prendre pleinement conscience. Cette prise de conscience scellera définitivement le sort de toute la future lignée. Dorénavant, ce qu'il fera sera éclairé par ce qui se passe dans sa boîte crânienne. Bah ouais, il réfléchit. Cette étincelle d'intelligence va embraser le monde. Désormais, ses réactions ne seront plus le fait d'actions instinctives. Il va inclure à son évolution des éléments qu'aucun autre règne animal ne peut inclure, comme la méthode ou l'organisation. Et ses mains seront les extensions de son intelligence. Comme Prométhée, volant le savoir divin, le feu sacré de l'Olympe, et le restituant aux hommes, non. Parce que manque de bol pour Prométhée, il va se faire gauler par Zeus. Zeus qui va le condamner à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, tandis qu'un aigle viendra quotidiennement lui becqueter le foie, avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Bref, la flamme de l'intelligence humaine brillera sur le monde entier sans aucun moyen de l'éteindre. Enfin bref, vous avez vu la suite. Cependant, l'événement fabuleux peut être narré comme suit. Nous allons prendre un Homo habilis. Nous allons l'appeler Jean-Luc. Jean-Luc ne le sait pas encore, mais grâce ou à cause? Grâce ou à cause? On va dire grâce à lui, le destin de toute l'humanité va basculer. C'est le mois de juillet, il fait beau, nous sommes vendredi, c'est veille de week-end, et il est midi, c'est l'heure de becqueter. Et je mets au défi les plus grands paléontologues du monde de me prouver que l'événement qui va se produire ne s'est pas déroulé à midi. Malgré une chaleur écrasante, il souffle une légère brise sur la plaine. Jean-Luc est debout, grimpé sur un monticule de terre. Un poste d'observation idéal. Il repense à une femelle Homo habilis. Nous allons l'appeler
Virginie. Virginie est assise à l'ombre d'un arbre au milieu d'un groupe d'autres Homo habilis. Virginie observe les agissements de Jean-Luc du coin de l'œil car Virginie est perplexe. Une perplexité somme toute primitive, mais perplexité qui la pousse à entrevoir les choses sous un nouvel angle et en particulier le rapport au sexe. Pour la reproduction de l'espèce, les Homo habilis sont plutôt sautopaf, directs, sans nuance. Les préliminaires ne viendront que bien plus tard. Il ne s'agit pas de prendre du plaisir, mais d'assurer la survie de l'espèce par des réflexes instinctifs, vu le carnage que font les prédateurs parmi la troupe. Cependant, Jean-Luc a adopté une nouvelle méthode d'approche qui a déconcerté Virginie. Jean-Luc, plutôt que de la retourner sauvagement et de lui tamponner la grosse caisse, a offert à Virginie des fruits savoureux et des orchidées sauvages. Cette dernière n'a pas su quoi en penser sur le moment. Les orchidées sauvages, ça se mange pas. Et croyez-moi, j'ai essayé, c'est dégueulasse. Puis, Virginie a commencé à ressentir des sensations étranges, sensations qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Comme une irrépressible envie d'emmerder Jean-Luc, de lui casser les couilles, de devenir la seule chose à quoi il pense. Virginie se sent importante. Je dirais pas qu'elle sent bourgeoise, mais elle en prend vachement bien le chemin quand même. Et malgré son apparent calme, dans sa tête, bat sa turbine aussi fort qu'un tambour de machine à laver en mode essorage rempli de boules de pétanque. Alors, elle observe Jean-Luc, debout, sur son monticule de terre. Enfin, elle l'observe. Elle fait comme toutes les gonzesses. Elle le juge, elle l'envisage, elle l'apprécie, elle l'évalue. Et elle le compare avec les autres Homo habilis du groupe. Et la différence est flagrante. Jean-Luc, lui, il commence à voir les guiboles qui tremblent, normal, la position debout commence à lui peser. Pour voir au plus loin, il est obligé de s'étirer. Il force sur ses membres antérieurs pour rapprocher ses genoux, membres qui n'ont pas l'habitude de supporter verticalement tout le poids de son corps. Ses pieds ne sont pas correctement posés à plat sur le sol, et en plus, il est arqué, comme s'il avait fait l'exode, assis à cheval sur un camion-citerne. Il a les épaules basses, la tête en avant, ses bras pendent le long de son corps, et il a le dessus des mains qui traînent par terre. C'est pas comme ça qu'on vous présente dans les livres d'histoire. Jean-Luc surveille la zone d'attaque favorite des prédateurs. C'est l'ouverture du buffet, les premiers clients vont arriver. Pour un Homo habilis, sa boîte crânienne est encore lourde et osseuse. Et malgré la très forte luminosité pour un mois de juillet, un vendredi, à midi, il ne cligne pas des yeux. Ceux-ci sont enfoncés sous de lourdes arcades sourcilières, aussi grosses que des garde-boue de moto, et puis ça fait visière. La légère brise souffle dans son dos et balaie les hautes herbes. C'est pas évident de repérer un fauve quand toute la plaine est en mouvement. Et oui, le vent crée des remous en surface comme sur une étendue d'eau. Jean-Luc quitte un court instant sa surveillance, car il peut ressentir à distance tout le poids du questionnement de Virginie sur ses épaules. Virginie se demande ce qui lui arrive. Les yeux rivés sur les genoux tremblants de Jean-Luc, elle pourrait se demander si c'est pas la première ébauche du twist. Mais l'effort que produit Jean-Luc pour s'étirer vers le haut le rend plus svelte, plus élancé, plus élégant. Enfin, pour un primate. Sous l'arbre et autour d'elle, les autres Homo habilis n'ont décidément pas la même tenue, ni la même décence. Un de son espèce dort en vrac, à même le sol, positionné en étoile de mer. Il ronfle bruyamment, la bouche ouverte et la langue sur le côté. Un autre tente vainement de se retirer un morceau de nourriture coincé entre ses dents. D'abord avec ses doigts. Puis comme il n'y arrive pas avec ses doigts, il essaye avec ses doigts de pied. Et comme il n'y arrive pas avec ses doigts de pied, il essaye avec les doigts de pied du congénère endormi. Le reste du groupe s'occupe à des activités d'épouillage ou alors copule, mais mollement,
parce que par 45 degrés, l'Homo habilis, il est plutôt mou de la tige. Certains se chicorent pour une raison totalement futile et se distribuent des tartes en gueulant. Jean-Luc reprend sa surveillance. Mais le vent qui souffle dans son dos éloigne les odeurs de son nez. S'il ne doit compter que sur un seul de ses sens, la vue en l'occurrence, il devra accentuer son attention. Il ressent comme une sensation étrange qui prend naissance dans son crâne et lui remonte au niveau du front. Jean-Luc ressent comme une démangeaison, mais qui ne gratte pas. Par réflexe, il secoue vigoureusement la tête et d'un geste approximatif de la main, tente de se débarrasser d'un insecte qui est en train de lui téter le front. Mais il n'y a pas d'insecte. Il reprend son observation. Toujours rien à l'horizon. Sauf cette sensation frontale, toujours présente, qui prend progressivement de l'ampleur au point de le détourner de son activité de surveillance. Jean-Luc a maintenant l'impression d'avoir un hamster qui lui cavale dans la boîte crânienne comme dans une roue. À cette sensation très étrange, il s'enfonce les 3 phalanges de son index au plus profond de son trou de nez, avec la ferme intention de l'extirper par sa narine. Puis soudain, plus rien. Il retire son index, il le lèche. Un frisson d'inquiétude lui parcourt tout le corps, il lui hérisse les poils. Quelque chose vient de lui parler. Une sensation unique et nouvelle. Il n'est plus tout seul à l'intérieur de sa tête. La chose étrange logée dans son bocal lui demande de percevoir différemment l'étendue herbeuse s'étalant devant lui. Bon, il comprend pas du tout ce qui lui arrive, son rythme cardiaque a augmenté, il ne perçoit aucun danger, et visuellement, rien n'a changé. Non, c'est sa conception de la plaine qui vient de changer. Son instinct lui intimait l'ordre d'en avoir peur, de la craindre, mais l'étincelle d'intelligence qui vient de jaillir dans son cerveau lui ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, et pour la première fois, des associations d'idées. Jean-Luc vient de muer en être conscient, son regard n'est plus vide. Jean-Luc raisonne. Cette sensation unique le relie immédiatement à la réalité de sa condition existentielle. Alors il se retourne et regarde le reste du groupe à l'ombre de l'arbre. C'est alors que notre Homo habilis éclairé constate que la situation de son espèce est désespérée, condamnée de servir de repas aux fauves. Il ne pense plus à l'instant présent, mais se projette dans une nouvelle dimension, l'avenir. Et s'il n'agit pas, cela risque de les mener inéluctablement à disparaître. Mais Virginie aussi. Son instinct n'est plus le seul à commander ses actions. De nouvelles solutions s'offrent à lui et pour la première fois dans la vie d'un futur humain, il a le choix de prendre sa destinée en main. Au même moment, la brise légère se calme. Les hautes herbes cessent leur balancement, mais laissent apparaître un imperceptible sillon dirigé dans sa direction. Une odeur terrifiante lui parvient aux narines. Ça sent le fauve. Et même s'il a peur, l'étreint au plus profond de lui, le voici partagé entre 2 sentiments. Son instinct, qui lui intime l'ordre de déclarer au plus vite en gueulant, et sa nouvelle intelligence, qui lui soumet des solutions. Le fauve avance à pas feutrés. Ce prédateur, affûté pour la chasse, est équipé de circonstances et sa puissance est sans égale. Approchant de Jean-Luc en rasant le sol, sa concentration est à son maximum. Il devra frapper vite et fort pour ne lui laisser aucune chance. Comme d'habitude, il sera trop tard pour celui qui donne l'alerte, mais pas pour les autres qui iront se mettre à l'abri en se sentant faussement en sécurité. Car le prédateur, lui, considère les autres Homo habilis comme un rayon produit frais d'un magasin bio. Cependant, Jean-Luc n'a pas du tout l'intention de terminer dans l'estomac du fauve. Alors, il prend une décision. La première décision de toute l'histoire de l'humanité.
Le fauve est perturbé par le choc de quelque chose venant de tomber sur sa gauche, puis sur sa droite, puis devant lui. Il redresse la tête, les oreilles abaissées en arrière, pour juger une dernière fois de la distance lui restant à parcourir avant l'attaque. Quand soudain, une pierre d'une belle taille vient s'écraser sur sa gueule. Le fauve est perplexe, mais curieux. Au-delà de la douleur, c'est surtout son orgueil que Jean-Luc vient de blesser. Alors le fauve se dresse directement sur ses cannes et constate avec stupéfaction que son sandwich est en train de lui balancer de la caillasse. Forcément, ça vexe. Quand vous êtes un super prédateur et que vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, jamais vous allez vous attendre à ce que vos sandwichs vous envoient des patates de forain sur la cabine. C'est vrai, ça surprend. Les autres Homo habilis sont attirés par l'agitation de Jean-Luc, mais sans prendre conscience du danger, car Jean-Luc n'a ni hurlé, ni montré le moindre signe de peur panique. Même si intérieurement, il s'est liquéfié, oula, il va faire caca comme un canard pendant 3 jours. Voici les autres Homo habilis se lever et aller rejoindre Jean-Luc sur son monticule de terre en suivant leur instinct. Et plus particulièrement, un principe fondamental du comportement humain, le mécanisme de l'apprentissage par mimétisme. Et les voici, imitant Jean-Luc en lançant eux aussi des pierres dans la même direction. Certes, ils savent pas ce qu'ils font. Quand t'es con, t'es con. Mais ils démultiplient d'autant les projectiles en direction du fauve. Et ce dernier finit par abandonner sous la pluie de pierres et rebrousse chemin. Jean-Luc vient de comprendre. Ce qu'il tient dans sa main n'est plus une vulgaire pierre. C'est une matière à exploiter pour en faire un outil. L'outil de sa domination future. Merde. Oh, et puis merde. Ah, c'est aussi le cas d'Abdelkader. Abdelkader est pleinement conscient, lui aussi, de la situation mais désespérée de son espèce. Voyez-vous, Abdelkader est un homme éclairé. Il a l'outil ultime entre les mains, un outil qu'il compte bien se servir contre ses prédateurs, mais aussi pour la sauvegarde de son espèce. J'y retourne un jeu.